Sans autre forme de transition que Igor Ontonji nous ouvre les portes du grand débat Faire Croiser, le débat Faire Croiser qui retrouve deux professionnels des médias, Fortuné Sosa, le secrétaire général de l'ODEM, je vous l'ai dit, l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique dans les médias. Bonjour, monsieur Sosa. Bonjour, chers confrères. Et merci de votre disponibilité. En face de vous, le rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM, eh bien, les deux, puisque c'est de leur maison et de leur corporation qu'il est question, aborderont bien évidemment la liberté et l'accompagnement de la presse béninoise. Vous le savez, vous l'avez suivi il y a quelques semaines seulement, le dernier rapport de Reporters sans frontières qui a montré que le pays, je dirais que le Bénin a dégringolé, a perdu 6 places pour être plus précis. On en parlait dans les coulisses de cette émission tout à l'heure. 6 places et seulement quelques semaines après, voilà, on assiste à la suspension d'un quotidien principal qu'est la Nouvelle Tribune. Pour aborder la question, nous nous proposons d'aborder justement, d'apprécier, je dirais, l'état des lieux de la question de liberté et d'accompagnement de la presse au Bénin. Peggy Ludovic Dagba. Loris Freddy d'avant, le devoir auquel vous nous appelez ce matin, un des devoirs les plus pénibles, tout simplement parce que nous assistons là à, comment dirais-je, la mise entre parenthèses quand même de la fermeture, on va dire, d'un espace de liberté. L'autre l'a dit, chaque fois qu'un organe de presse est fermé, c'est un espace de liberté qui, ma foi, s'en va en fumée. Alors, il faudra vraiment pouvoir être d'accord avec la réalité et voir vraiment, nous devons nous regarder en face et savoir raison garder pour tirer les conséquences de ces genres d'actes qui, il faut le dire, il faut le marteler, ne sont pas du tout au mieux de la liberté de la presse chez nous. Un pays, le Bénin, qui quand même a vraiment fait l'option de la liberté intégrale d'expression. C'est la conférence nationale des forces vives de février 90 qui a ainsi consacré cette liberté avec l'adoption de l'État démocratique, l'État de droit qui désormais est notre, comment dirais-je, notre élément fondamental, le socle de la vie ici au Bénin. Alors à partir de cet instant, chaque je vais dire, composante de la société qui est appelée à aider à l'exercice réel de cette liberté de presse devrait pouvoir faire son travail. Et en cela, je pense que nous devons de nous regarder, nous, professionnels des médias au Bénin, pour nous poser réellement des questions, histoire de savoir si vraiment nous exerçons dans les règles de l'art, si nous prenons toutes les précautions pour éviter quand même que cette liberté de presse ne soit mise à mal. La fermeture du quotidien Nouvelle Tribune, franchement, est très très malvenue, surtout à un moment comme celui-ci où Reporters sans frontières a déjà sonné, et bien sûr, l'alerte. Nous avons dégringolé, vous l'avez dit, vous le rappelez à souhait, de près de 6 places. Ce n'est pas rien, alors qu'il y a de cela quelques années seulement, sous le régime Mathieu Kérékou, on était Mathieu Kérékou 2, on a été quand même premier de la démocratie en Afrique. Alors, je pense que nous avons à tirer des leçons de ce qui se faisait en ce moment-là, à cette époque-là, pour que vraiment on soit porté au nu par le même Reporters sans frontières et qu'aujourd'hui nous soyons en train vraiment de descendre dans la marche. Ce n'est vraiment pas heureux pour la démocratie béninoise. Je pense que au-delà de tout, on devait pouvoir renforcer les piliers de ce quatrième pouvoir qu'est la presse, histoire quand même de lui permettre vraiment de jouer son rôle. Parce que, il faut le dire, l'expression de la liberté d'expression, c'est quand même la respiration de la démocratie. Je n'ai de cesse de le dire, la qualité d'une démocratie se note par rapport au ton de sa presse. Et le ton de la presse ne devrait gêner qui que ce soit, pourvu que ce ton-là s'exprime
en toute responsabilité. Je crois que pour ouvrir un peu le débat, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Fortuné Sosa. Oui, merci. Et je pense que Peggy Ludovic Dagba a dit l'essentiel et je voudrais juste appuyer et peut-être faire quelques observations. Appuyer en ce sens que, c'est vrai, nous avons acquis la liberté d'expression. Nous étions partis de quelque part où cette liberté n'existait pas, où la pensée était unique. Et en 90, nous avons eu cette liberté, cette éclosion, cette libération de la pensée, cette libéralisation de toutes les opinions, etc. Mais cette liberté d'expression a été très tôt encadrée par des lois, par des textes. Et cette liberté d'expression était déjà encadrée par des textes malgré la pensée unique. Il y avait déjà des textes qui existaient, qui encadraient cette liberté d'expression, qui a été davantage encadrée. Et ça veut dire quoi? Que journalistes que nous sommes, journalistes, métier que nous exerçons, nous devons, chaque fois que nous devons produire de l'information, chaque fois que nous devons manipuler l'outil information qu'il y a entre nos mains, nous devons regarder les tests. Parce que les tests nous disent comment il faut le faire pour mieux bénéficier de cette liberté d'expression. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Parce que c'est quoi? Les instances de régulation, d'autorégulation et autres des médias ne peuvent que regarder les tests pour protéger le journaliste dans l'exercice de son métier, dans son droit d'exercer ce métier en toute liberté. Parce que lorsque ce droit-là écorche les tests en vigueur, écorche la déontologie, tiens, ces instances-là doivent dire, attention, vous êtes en train de passer à côté de la réglementation. Vous êtes en train de déraper et nous devons vous ramener sur le chemin qu'il faut. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire là. C'est vrai, quand le président Kérékou a repris le pouvoir en 96, je crois bien, il a dit à un moment donné, parce que le régime qui a précédé ce régime-là a envoyé des journalistes en prison. Le régime de Soglo, de Nicéphore Soglo, a envoyé des journalistes en prison. Et quand lui il est revenu, il a dit, puisque vous êtes au chômage, puisque votre métier ne vous rapporte pas beaucoup, si en critiquant ma personne, si en vous attaquant à mon nom, peut vous faire vendre vos journaux, allez-y, je vous ordonne. C'est comme ça que le Bénin est passé au premier rang dans les classements de Reporters sans frontières, premier rang de l'Afrique, en dépassant même la France dans le classement mondial. Mais je voudrais dire ceci. Il fallait pour Kérékou de reprendre toute la confiance du peuple. Parce que nous sommes partis d'un régime où c'était lui le chef, où il y avait la torture, où les gens allaient en prison, où on ne pouvait pas s'exprimer librement. Donc, lorsque le pont a été franchi, je pense que l'homme, la sagesse qu'il incarnait, lui a dit, je vais reprendre toute la confiance intégrale de mon peuple. Donc, et si il le faut, il faut que j'agisse au niveau de la presse, il faut que je laisse les journalistes s'exprimer comme ils peuvent sur ma personne et à travers là. Et il a réussi son coup. Donc, c'est ça ce que la je question voudrais hier, nuancer de nos jours. Mais les tests, et d'un président de la RAC à un autre, on peut choisir de fermer les yeux. Sous le président de la RAC précédent, il a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. J'ai appris auprès de certains conseillers que pour prendre une mesure conservatoire, il les consultait. Les tests n'ont pas prévu ça. Donc c'est lui-même, sa personne, qui s'est dit, bon, je vais le faire de cette manière. Le président actuel a dit, j'ai le plein pouvoir, voilà ce que les tests me disent, je prends les mesures
tel que les tests indiquent. Donc voilà ce qui s'est passé. Et je pense que chacun de nous, et Peggy l'a dit, doit rentrer en lui-même, doit se remettre en cause parce que nous avons le devoir d'informer. C'est un devoir. Le peuple a le droit d'être informé. C'est nous qui donnons ces informations. C'est par nous que ces informations passent. Et ce devoir d'informer doit respecter la législation en vigueur, doit respecter la déontologie, quel que soit le bord que nous occupons, quelle que soit notre ligne éditoriale, nous devons respecter la déontologie qu'impose le métier. Alors, Peggy Ludovic Dagba, avant de revenir à la déontologie et avant de prendre des cas précis, jusqu'où peut aller cette liberté d'expression? Écoutez, la liberté, des libertés que lorsqu'elle est contenue, la liberté fait appel à la responsabilité. Et lorsque vous êtes, comment dirais-je, porteur d'un acte où vous sentez le besoin de vous exprimer, vous devez quand même prendre en considération votre environnement. Pour savoir que vous n'êtes pas seul dans cet environnement-là. Ce que vous allez dire va forcément toucher à quelqu'un. Et celui-là que ça va toucher a également la liberté de réagir comme il l'entend. Mais alors, allons-nous nous constituer comme si chacun vit, comment dirais-je, à l'exclusion de l'autre? Non, on est obligé de prendre en considération tous ces éléments-là afin que ce que nous dirons puisse servir au lieu de blesser, au lieu de susciter une réaction analogue pour que nous puissions aboutir à la pagaille ou la confusion, les soulèvements et autres. Et cela, beaucoup plus, le journaliste doit vraiment en être convaincu et doit se l'attacher, doit se le cheviller au corps toutes les fois où il s'agira pour lui de prendre sa plume, toutes les fois où il s'agira pour lui de prendre son micro ou sa caméra pour aller quêter l'information et venir en rendre compte. Alors pour répondre à votre question, je dis liberté oui, mais on ne peut pas être libertin. On ne peut pas être sujet au libertinage parce que quand vous commencez à aller dans tous les sens, sans vraiment prendre les gants, sans vraiment prendre les précautions, l'essentiel que nous enseigne les règles de la profession. Parce que on ne devient pas journaliste tout simplement parce que on n'a plus rien à faire, on n'a pas trouvé du travail, ou on est sorti de l'université, bon, en attendant de trouver du boulot, on commence à écrire. Non. On devient journaliste après formation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles qui s'investissent dans la formation des journalistes. Mais avant, bien sûr, notre ère à nous, c'est que nous avons été formés sur le tas. Déjà, à partir de l'université, vous avez montré Radio Univers tout à l'heure, c'est une véritable école qui, ma foi, a formé beaucoup de nos professionnels, dont moi, par exemple. Vous avez le Hérault, vous avez d'autres Creuset qui, donc, ont permis vraiment la formation, mais alors la formation rigoureuse, parce que c'était avec des professionnels rompus à la tâche qui exerçaient à l'époque à l'ORTB. Donc nous avons pu tirer, en principe, sinon on a pu tirer réellement l'essence de la profession de ceux-là. Tout le monde sait qu'à l'ORTB, vraiment, on ne lésine pas sur les moyens, on ne laisse pas aller la rigueur. La plus petite rigueur est de mise. Moi, je vous raconte une anecdote. J'étais en stage à Radio Paracourt dans les années 90 où, à l'antenne, je faisais mine de quelqu'un qui voulait improviser. Et là, j'ai un doyen, Grégoire Guy-Roger, pour ne pas le nommer, qui est passé à la cabine technique et qui appuie sur un bouton et qui me parle directement dans le casque. Ludovic, la meilleure improvisation est celle qui est écrite. La meilleure improvisation est celle qui est écrite. Je vous assure que je suis sorti du studio, alors que j'étais à quelques minutes de l'émission. Et maintenant, je suis allé écrire avant de repasser en studio. Combien de professionnels aujourd'hui, entre griffes, dans nos radios et autres, peuvent encore s'assujettir à ce principe, à cette contrainte? Parce que vous étiez à quelques minutes de votre émission. Je ne sais pas si vous voyez un peu, la ponctualité, c'est quand même notre culte en matière de radio, en matière de télévision. Donc, il faut le faire. Et ça, franchement, ça m'est resté. À partir de là, donc vous devez de vous prendre vraiment au sérieux. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt,
C'est de la responsabilité qu'il s'agit. Et la responsabilité vient d'abord d'une bonne formation. Et la formation vous conduit à un bon exercice, à un exercice efficient de votre métier, ce qui vous permet vraiment de servir ou d'accomplir ce devoir dans les conditions qu'il faut afin de pouvoir vraiment remplir votre fonction vis-à-vis du public, vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis des téléspectateurs, vis-à-vis des lecteurs. Donc la liberté, oui, mais pas de libertinage. Alors, Peggy Ludovic Dagba, pas de libertinage. Fortuné Sosa l'évoquait tantôt, il faut le respect de la déontologie. Le journalisme n'est pas l'expression d'un certain genre littéraire, ce n'est pas un réquisitoire. Alors, pour venir au cas évoqué à l'entame de ce débat, faire croiser la suspension, sinon la mesure conservatoire, pour décrypter quelque peu cette décision que vous avez lue. Je ne vous apprends rien. Vous avez lu cette décision de la HAC qui suspend le quotidien Nouvelle Tribune. Alors, vous parliez de la déontologie. Quand vous avez fini de décrypter, de disséquer toute la décision, y a-t-il respect de la déontologie dans les titres évoqués par la HAC? J'avoue que tous, nous avons été peinés d'apprendre que cette suspension de la Nouvelle Tribune, parce que vous savez, ce sont là des éléments sur lesquels Reporters sans frontières table pour classer les différents pays sur le plan de la liberté d'expression, etc. Ça, nous avons eu un pincement au cœur, mais lorsque nous avons lu, lorsque nous avons décrypté le contenu de la décision, nous nous sommes posé des questions et nous nous sommes dit, le président de la HAC a des raisons fondées de poser son acte. Parce que si c'était juste une décision qui dit vous avez fauté et nous avons pris mesures conservatoires contre vous, à partir de l'instant-là, vous ne paraissez plus, nous pouvions dire qu'il y a eu dictature. La décision comporte des extraits, des publications du journal La Nouvelle Tribune sur un certain nombre de mois. Je suis d'accord qu'on peut dire le président de la HAC, dès la première publication, devrait réagir tout de suite. Je suis d'accord qu'on puisse dire ça. C'est lui, c'est sa personne. Il a choisi de procéder de la méthode qu'il a jugée utile. C'est son plein droit. Les textes l'y autorisent. Mais moi, je me suis dit, il y a eu des expressions qu'on ne peut pas utiliser dans un journal. Il y a eu des mots qu'on ne peut pas utiliser dans un journal. On peut se le dire en privé, mais à travers les canaux d'un journal, à travers les canaux d'un média, non. La responsabilité du journal, la responsabilité sociale du journaliste prend un coup en ce moment-là. Et vous savez, dans nos publications, le responsable qui répond de nos publications, c'est le premier responsable de l'organe. Oui. Donc, lorsque j'ai vu ces différentes expressions qui ont été utilisées dans les publications, et que même, j'ai poussé ma réflexion plus loin, j'apprends même que c'est quelqu'un d'extérieur qui publiait dans le journal. Ce sont ces publications essentiellement qui ont été prises en charge dans cette décision de la HAC. J'ai dit, mais c'est grave. Parce que même une chronique qui vient de l'extérieur, nous avons le devoir de la censure interne. On doit pouvoir relire et dire à l'intéressé, telle expression que vous utilisez n'est pas bonne. Tel mot n'est pas bon. Ce n'est pas indiqué. Ça frise l'injure, ça frise l'attaque de l'autorité ou du citoyen tout court. Ça vient du citoyen tout court. Telle révélation que vous faites à travers votre publication, votre réflexion, ça attaque, ça porte atteinte à la vie privée de telle ou telle personne, etc. Donc, la censure interne exige de nous de relire d'abord nos propres papiers et de relire les publications extérieures
qu'on nous envoie, parce que un citoyen quelconque peut faire une réflexion et demander qu'on publie dans nos journaux. C'est accepté, c'est souvent même conseillé, mais on doit faire attention au test, au contenu du test. On doit y faire beaucoup attention et faire en sorte que ça ne puisse pas porter atteinte au fonctionnement de l'organe, parce que c'est à ça que nous assistons aujourd'hui. C'est l'organe qui est bloqué. Et quand l'organe est bloqué, c'est le personnel qui est au chômage. Ce n'est pas le chroniqueur qui envoie les papiers qui est dérangé. Lui, peut-être qu'il s'en fout. Peut-être qu'il compatit, mais sa compassion n'apporte rien dans la situation que vit le journal aujourd'hui. Nous compatissons tous, mais nous disons que je pense qu'il est arrivé à un moment où le journal doit s'arrêter. Le journal doit se dire, nous faisons notre mea culpa et nous prenons l'engagement de ne plus permettre à ce que ces genres d'expression, ces genres de tournures, ces genres de mots se retrouvent dans nos publications. Parce que je dis le journal doit faire son mea culpa parce que je souhaite vivement que il y ait, le règlement arrive très vite, que la plénière de la RAC statue très vite sur cette situation pour qu'on retrouve à nouveau la nouvelle tribune dans les kiosques, dans la vente. Peggy Ludovic Dagba, je vous laisse vous exprimer d'abord avant de partager peut-être quelques titres de cette décision, parce que tous les citoyens béninois n'ont pas sûrement assez à cette décision de la HAC. Je ne pense même pas qu'il soit nécessaire qu'on recourt encore à la citation de ces expressions, de ces titres, pour ne pas rendre encore plus pénible la situation. Je pense que c'est ce que je disais à l'entame de cette émission, où franchement la responsabilité doit pouvoir vraiment être notre bréviaire, l'élément avec lequel nous devons pouvoir fonctionner. Ce que Fortuné Sosa vient de dire, tout ce qu'il a dit concourt à cela. Parce que si vraiment cette publication, sinon cette publication et cette publication extérieure au journal était vraiment analysée, vraiment regardée, passée au pain fin, je crois que le doyen lui-même, je vais dire directeur de publication responsable de ce journal, devrait pouvoir déjà éviter ces choses-là. C'est parce qu'il a fait confiance à ce publicateur, c'est parce qu'il a fait confiance à ses écrits, et également qui, ma foi, bien sûr, porte en lumière certaines évidences qu'il a dû laisser passer. Malheureusement, ou heureusement, il y a quand même quelqu'un qui veille au grain, et qu'on le veuille ou non, parce que moi, la première des choses à laquelle moi je m'attache, c'est la légalité. Quel que soit Alpha, est-ce que la décision prise par la HAC est légale? Nous sommes allés dans le fond, l'article, je crois, 55 de la loi organique sur la HAC, a donné bel et bien plein pouvoir au président de la HAC de pouvoir prendre ces mesures urgentes. Ce que moi j'aimerais lui demander, parce que je l'ai écouté sur différentes radios, où il a pris fait et cause pour cet article, ce qui est totalement de son droit. C'est totalement son droit. Il est le président, c'est lui qui exerce. Mais il aurait quand même pu aussi, comme ses prédécesseurs l'ont souvent fait, avoir quelques yeux, quelques oreilles, quelques bouches pour pouvoir l'aider aussi dans la prise de cette décision. Parce que le problème ici, c'est quoi? Aujourd'hui, la Nouvelle Tribune apparaît comme quand même un journal qui a fait de vieux os dans ce qu'on va dire la publication d'informations quand même édifiantes, pour ne pas dire autre chose. Donc c'est quand même un journal important dans l'échiquier l'un des médias les plus visibles aujourd'hui. C'est l'un des au pays comme à l'international. Les quotidiens les plus cités même à l'international. Donc il y a quelque chose quand même qui se fait, quelque chose d'intéressant, de solide qui s'y fait. À partir de cet instant que ce journal-là en arrive à être suspendu comme ça, de cette façon, il y a un problème. Par conséquent, moi je pense que la responsabilité doit être partout. Tout acteur des médias devrait pouvoir réellement rentrer dans sa peau pour voir ce qu'il faut faire afin d'éviter ces genres d'actes. Ça c'est très très important, parce que nous sommes en train d'aller vers les élections.
Et la période, c'est l'une des périodes les plus délicates, où l'information est une denrée vraiment à manier, à manipuler avec vraiment le plus de tact. Il y a un aspect qu'a évoqué Fortuné Sosa, qui pourra servir en griffe de presque excuse. Vous savez que différents organes de la presse écrite comme autres organes font appel de temps à autre à des collaborateurs extérieurs pour meubler un tant soit peu les lignes de leurs journaux. Il se fait, à en croire à Fortuné Sosa, que ces articles proviennent d'un collaborateur extérieur. Cela ne voudra pas dire, ça ne suffit pas pour disculper la Nouvelle Tribune de ces erreurs, certes, et ça dépend aussi, il y a aussi un autre facteur. Quel est le profil, quelle est la taille, quel est je dirais, le charisme de ce collaborateur extérieur? Vous savez, dans ce genre de cas, on ne choisit pas n'importe quel collaborateur. Oui. On ne choisit pas n'importe qui. On ne publie pas d'université. Voilà, on ne publie pas les écrits. Le titre parfois vous empêche de vérifier tous les articles parce que le titre le titre de la personne, sa taille, son rang, sa catégorie socio-professionnelle parfois vous dissuade quelque peu ou vous rassure davantage. Vous vous dites vous laissez passer de temps à autre. Vous dites l'article Fortuné Sosa qui m'envoie un article culturel sur Polyrythmo. Qu'ai-je encore à vérifier toutes les lignes de cet article? Donc parfois, on commet de ces petites erreurs. Oui, on commet de ces erreurs et c'est l'occasion maintenant. Nous constatons là qu'il ne faut plus vraiment commettre ce genre d'erreurs. Il ne faut plus laisser passer. La confiance n'exclut pas le contrôle. Quel que soit le rang que vous portez, le président des efforts de donner Soglo, pour donner son exemple, c'est quelqu'un qui écrit excellemment bien. Mais je vous assure, quand il vous envoie ces publications, vous devez quand même de les pénétrer pour voir un peu. Parce que ce n'est plus seulement la forme, mais il y a aussi le fond. Le fond, c'est-à-dire, le fond dépasse même la forme. Pour voir vraiment, parce que chaque article que nous rédigeons, à part l'information, mais il y a d'autres causes que ça peut servir. Dans le fond, on sait tout ce qu'on peut faire dire à un article. Est-ce que ce qu'on fait dire à un article est en conformité avec notre ligne éditoriale, avec notre politique éditoriale? Tout cela est très important à prendre en considération. Vous savez, moi je suis beaucoup plus de l'audiovisuel que mon ami Fortuné Sosa, et dans la réalité de ma profession, c'est les émissions interactives que j'ai. Mais je vous assure que par le fait des auditeurs, j'ai été amené devant le tribunal. Et plusieurs fois. Parce que l'auditeur qui intervient dans votre émission, c'est pas lui le responsable. C'est vous. Il vous aide à faire votre travail. Donc, toute la responsabilité vous incombe. Vous, animateur, vous, rédacteur en chef, vous, responsable de l'organe. Et c'est à partir de là que la responsabilité est induite et vous êtes amené à aller devant le juge. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver les éléments pour votre défense, c'est qu'il n'y a rien à faire, vous êtes condamné. Donc ça appelle la responsabilité. À partir de cet instant, je crois que tout dirigeant d'organes de presse devrait pouvoir faire attention par rapport à cette collaboration-là. Parce que les collaborateurs peuvent vous créer d'ennui et c'est le cas d'espèces. D'autres, je dirais, d'autres professionnels des médias ou d'autres aînés nous ont précédés dans cet exercice par médias interposés. Même des cadres de ce pays nous ont précédés dans cet exercice. Juste au lendemain de la prise de cette mesure conservatoire, nous avons suivi le professeur Joël Aïvo, le professeur Ibrahim Salami et bien d'autres. Mais vous ne me direz pas le contraire. C'est vrai, à les entendre, rien ne vaut la liberté. Fortuné Sosa. Rien ne vaut la liberté. Oui, je respecte les écrits des universitaires que vous avez cités là, les écrits des juristes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, etc. Je les respecte pour leurs écrits, pour leurs rangs, etc. Mais je pense que ils n'ont pas posé le problème, c'est que ça devrait être posé réellement. Parce qu'ils ne sont pas de la presse. Ils ne sont pas des médias.
Et ils ne comprennent pas mieux le fonctionnement des médias que nous qui les exerçons. Parce que dans toutes les analyses, dans toutes les prises de position j'accuse, etc., et on n'a pas pénétré le fond. Est-ce que le problème réel, est-ce que le journal a fauté ou pas? Ça n'a pas été abordé. C'est vrai, la RAC a été radicale. Est-ce que la RAC peut être radicale en cette matière? Est-ce que la loi l'autorise? Le président de la RAC, pour le nommer, peut être radical, peut prendre une mesure conservatoire contre un média, fut-il presse écrite, radio, télé, ou bien qu'on le caricature comme étant proche d'un camp comme d'un autre. Est-ce qu'il est fondé? Oui. On n'a pas abordé là. Je pense que ces différents écrits devraient aller dans le sens où vraiment adoucissez votre, mettez un peu d'eau, monsieur le président de la RAC, mettez un peu d'eau dans votre vin. Le journal a fauté, c'est vrai, mais revoyez très vite. On veut revoir très vite ce journal dans les kiosques. Nous aimons bien lire ce qui s'écrit par là. Je vous en prie, nous allons appeler le directeur à ne plus permettre qu'il y ait de telles erreurs qui se glissent dans son journal, etc. Ça devrait être ça. Et ça va. Et non des pamphlets, et non des pamphlets, non des réquisitoires. Ce n'est pas utile parce que ça n'influence en rien la décision qui est prise. Peut-être que ça peut même amener le président de la RAC à radicaliser sa position. Qui sait? Et moi, je ne le souhaite pas. Je ne sais pourquoi. J'en appelle à ce qu'il y ait très vite une plénière de la RAC pour statuer sur cette affaire, pour que le journal reprenne, pour que nos confrères retrouvent leurs emplois. Voilà. Et c'est ce que vous suggérez là qu'a fait Agapit Maforican à travers un écrit. Je ne sais pas si vous avez pu le lire sur les réseaux et autres. Abordons pour finir, Fortuné Sosa, l'autre problématique, l'aide de l'État à la presse. Pourquoi est-elle bloquée depuis 3 ans? Oui, l'aide de l'État à la presse, vous savez, l'aide a été gérée d'une manière un peu déplorable depuis toujours, où vous consommez toujours en retard l'aide d'une année. Vous consommez toujours en retard l'aide d'une année. En 2016, je crois, non, où on consommait pour la dernière fois une aide de l'État à la presse, c'était l'aide de 2014 qu'on consommait en 2016. Le régime actuel a dit, nous n'allons plus permettre ça. L'argent destiné à une année doit être consommé au cours de cette année-là. Nous n'entendons pas sortir des aides antérieures. C'est ce qui a bloqué, qu'on n'a pas pu consommer l'aide de 2015, 2016, 2017 et puis 2018 s'est ajouté. Mais lorsque le ministre des Finances a posé le problème de cette manière-là, c'est un grand financier et il a démontré avec preuve que dans l'orthodoxie financière, ce n'est pas dans la gestion de l'État, des finances publiques, ça ne se passe pas comme ça. Alors, on est allé au fond. La création, la mise en place, le projet de mettre en place le fonds de développement des médias, parce que c'est prévu par le Code de l'information et de la communication. On a rappelé au gouvernement qu'il faut, si l'en est ainsi, il faut mettre en place le fonds tel que prévu par les textes. Le gouvernement a accepté. Les associations fêtières ont désigné leurs représentants parce que c'est un comité de gestion de 5 membres. La profession désigne 3, la RAC désigne 1 membre, le gouvernement désigne 1 membre. Nos 3 membres ont été désignés. J'ai appris également que la RAC a désigné aussi celui qui doit le représenter. J'ai même appris que c'est le conseiller Dogo, Lambert Dogo, premier rapporteur, je crois, de la RAC, au niveau du bureau de la RAC. Donc, il reste ce qui bloque en réalité, c'est que le gouvernement n'a pas ou n'aurait pas
parce qu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si entre-temps ça a été fait, n'aurait pas désigné son représentant. Et ce que nous avons appris, c'est ceci. Le ministre des Finances a vu que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un financier dans la commission. Et je pense que c'est juste. Or, le schéma qui est tracé, aucune place n'est destinée aux financiers dans la commission. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a une bataille entre le ministère en charge de la communication et le ministère en charge des finances. Bonne suggestion du ministre, mais est-ce qu'il faut le vouloir du jour au lendemain? Est-ce qu'il ne faille pas respecter les tests ou peut-être penser à modifier les tests? Mais on pouvait régler ce problème si ce qui est normal, c'est le ministère de la communication qui désigne. Mais ça peut être réglé autrement. C'est-à-dire le ministère de la communication peut désigner un financier parmi ces cadres. Parce qu'au niveau du ministère de la communication, il y a quand même les financiers qui sont dans le ministère, qui relèvent du ministère des Finances. On peut désigner le régisseur ou qui je ne sais plus trop, les titres qu'on leur donne dans le ministère, enfin, les comptables, quoi. Les IGM. Voilà. On peut désigner quelqu'un, et là, celui-là se sent à la fois être du ministère de la Communication et du ministère des Finances. Parce que c'est le ministère des Finances qui met les financiers au niveau des différents ministères et autres institutions de la République. Donc je pense que par là, on peut régler le problème. Peggy, voilà, donc, un bref état des lieux. Sur la question, moi je pense qu'il y a urgence. Coulisses du blocage. Il y a urgence simplement à ce que on puisse vraiment donner vie à ce fonds-là, qu'on appelle depuis longtemps quand même, depuis un bon bout. Un bon nombre d'années qu'on appelle de tous nos voeux pour que vraiment la presse puisse enfin se développer. Vous savez très bien qu'il y a trop de problèmes qui empêchent le développement de cette presse-là. Quand vous prenez un chantier comme celui des publicités, par exemple, où ici, ce n'est pas la capacité de votre organe à pouvoir couvrir plus de monde qui vous loge ou qui vous désigne d'office pour avoir une enveloppe publicitaire, mais c'est parce que c'est qui vous connaissez, c'est quelle combine vous savez faire, c'est comment vous savez aller dans les comment dire, dans les couloirs, les jeux de coulisses et autres qui vraiment vous permettent d'avoir la manne publicitaire. Alors que dans tout pays normal, un journal normal se finance d'abord par la publicité. Quel que soit Alpha, que ce soit journal, radio, télévision, c'est la publicité qui fait vivre les organes de presse. Mais ici au Bénin, ce n'est pas ça. Nous avons été obligés d'inventer des choses où vous voyez des publics-reportages, des communications et autres qui sont propres au Bénin. C'est vrai qu'il y a certains pays qui peuvent donner la chose, mais la règle essentielle que moi je connais, que je suis venu voir, c'est d'abord par la publicité que les organes se financent. Donc, c'est des chantiers sur lesquels, par exemple, le fonds devait pouvoir travailler et nous produire quand même des éléments afin de pouvoir mettre fin à tout cela. Donc moi je pense qu'il y a urgence. Si vraiment c'est le problème qui se pose entre le ministère de la Communication et le ministère des Finances qui pose le problème, moi je pense qu'il faut vraiment pouvoir la régler et le rôle premier revient encore aux associations fêtières, des professionnels des médias, le CNPA, le PNB et subsidiairement l'ODEM, si l'ODEM peut donner quelque appui. Je crois qu'il faudra vraiment qu'il fasse vraiment du bruit, qu'il comment dirais-je, s'active pour chercher à savoir ce qui se passe, pour qu'on puisse régler le problème. Et il y a encore d'autres aides qui sont là, et les gens en ont besoin, mais les gens sont là, et l'argent est là. Et personne n'en bénéficie. Je crois que celui qui l'a institué ne doit pas être content, même s'il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Fortuné sur ça, pour finir. Oui, vous savez, ce qu'on a appris bizarrement, c'est que les aides de l'État à la presse privée n'ont jamais été budgétisées. Nous avons appris ça. C'est vraiment le compte. Le chef de l'État donnait ça juste sur quelle ligne, je n'en sais rien. Ça a été dit entre-temps dans une réunion là que ça n'a jamais été budgétisé. Je dis mais c'est grave. C'est pourquoi je voudrais dire ici que pour rattraper la chose, il faut que les associations fêtières, l'UPMB, le CNPA puissent faire le lobbying pour que le budget 2019, qui, je crois, est en cours d'élaboration dans les différents ministères, puisse prendre en compte qu'on crée
crée vraiment ce fonds-là, le fonds de développement des médias, et que le reliquat, c'est-à-dire les aides qui n'ont pas été consommées, 2015, 2016, 2017, 2018, y compris 2019, qu'on les mette ensemble comme déjà une cagnotte de ce fonds-là. Sinon, nous perdons tout. Nous risquons de tout perdre. Parce que tel que ça traîne, si ce n'est pas budgétisé pour 2019, c'est qu'on n'aura rien en 2019. Or, on peut rattraper par ce couloir-là. Bon, c'est une proposition et je pense que nos associations fêtières devraient œuvrer pour ça. Parce que c'est eux qui vont dans les négociations en notre nom, au nom de nous tous dans la profession. Voilà. Merci Fortuné Sousa. J'ai lu en réponse à votre la non-budgétisation de l'aide de l'État. De l'aide de l'État à la presse que en 2014 l'aide de l'État aurait été budgétisée, enfin dans une certaine ligne de la Nouvelle Tribune, reste à vérifier. Peggy, c'est terminé pour ce débat. Oui, c'est terminé. Nous allons simplement prier, le président Narak. J'espère que j'utilise le bon verbe, puisque c'est quand même de ses prérogatives, qu'il essaye de voir ce qu'il faire pour que la plénière puisse très vite se tenir afin que le bâillon soit ôté de la bouche de la Nouvelle Tribune pour qu'elle puisse recommencer à claironner de plus belle afin de permettre à notre démocratie vraiment de mieux se porter. Merci Peggy Ludovic Dagba, merci Fortuné Sousa pour la disponibilité. Vous nous reviendrez de temps à autre maintenant pour la précision. Voilà. Je rappelle vous avez oublié, secrétaire. Vous avez oublié que notre ami Fortuné Sousa vient d'être élu président au plan africain des journalistes culturels. Ah d'accord. Ah oui, ça. Félicitations. Merci. Merci Fortuné Sousa, merci Peggy Ludovic Dagba pour ces clarifications sur les questions de liberté et d'accompagnement de la presse au Bénin.